Après la réduction du nombre de partis politiques, la question sur la prolongation de la transition s'est aussi invitée dans le débat du dialogue intermalien, épisode 2 de la série de la semaine sur ce grand rendez-vous entre Maliens. Le CSP-PSD change de nom et devient désormais CSP-DPA. C'est un changement de cap pour les groupes armés rebelles. Des éléments de réponse dans ce journal. Le Bénin interdit l'importation du maïs vers le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La flambée des prix des produits de première nécessité en est la cause. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Ce mardi 7 mai, des minibus de transport en commun en provenance de Gao vers Ansongo ont été victimes d'un braquage par des hommes armés non identifiés à Kobe. Selon des sources concordantes, les passagers ont été dépouillés de leurs biens avant d'être libérés par les braqueurs. Paul Yapinguesson. Les axes routiers des régions du septentrion du pays, surtout l'As Gao, Ansongo, Meneka, est une véritable source d'insécurité. Outre son état de délabrement avancé, cette route est également la cible de toutes sortes de criminels, y compris les terroristes. Ces derniers vont même jusqu'à rendre certaines routes impraticables en creusant des trous béants sur la voie. Bien avant l'attaque d'hier mardi, plusieurs bus et minibus en partance pour Ansongo et Niamey ont été braqués le 28 avril dernier par des hommes armés non identifiés à Kobe dans la commune de Gabero. Les passagers ont été dépouillés de tous les biens, argent et téléphones. Selon des sources locales, les braqueurs seraient repartis avec certains chauffeurs dans la brousse. Une habitante contactée sur place nous fait savoir que le mode opératoire est de dépouiller les passagers et emporter les véhicules. Elle concerne uniquement l'As Menaka à Ansongo Gao et de souligner que les autorités régionales ont été informées de la situation, mais l'insécurité persiste. Des transporteurs de leur côté de marteler qu'aucune disposition n'a été prise pour une meilleure sécurisation de l'As Gao Menaka. En moins de 2 semaines, une dizaine de véhicules ont été objets de braquage entre Menaka, Ansongo et Ansongo-Labezanga. Suite à la multiplication des attaques ces derniers jours sur les axes routiers dans les régions de Gao et de Menaka, les populations continuent d'exprimer leur ras-le-bol face à l'insécurité. Les organisations de la société civile de ces régions demandent une intensification des opérations militaires. Pour le conseil régional de la société civile de Menaka, l'option militaire est la seule capable de ramener la paix et la sécurité dans la région. Son président, Sidi Barka, affirme que l'État doit prendre ses responsabilités et protéger les populations. Quant à Aboubakar Diallo, leader communautaire dans la région de Gao, il estime que l'option militaire est très importante. La coordination syndicale des chauffeurs et conducteurs routiers du bureau régional de Gao affirme que sans disposition sécuritaire des autorités régionales, il sera difficile pour eux de continuer à sortir les véhicules pour relier Gao à Menaka. Selon un élu local, joint par le soin, il souligne qu'actuellement, ce axe routier, qui est très stratégique, n'est que l'ombre de lui-même, car les attaques ont pris de l'ampleur après la reconquête de Kidal par les forces armées maliennes, sans oublier le blocus des groupes terroristes sur certaines parties de ce tronçon qui impacte le pont approvisionnement en denrées alimentaires des localités des deux régions. Avant de souligner que cette route est aussi très endommagée par endroits, par la déflagration causée par les engins explosifs improvisés placés sur l'axe par les terroristes pour freiner la progression des patrouilles militaires. Notons que Kobe est devenu aujourd'hui la plaque tournante de toutes les attaques contre les véhicules de transport et autres usagers. La phase nationale du dialogue intermalien se poursuit. Au-delà des principales thématiques, d'autres sujets se sont également invités dans le débat, parmi lesquels la prolongation de la transition. C'est l'épisode 2 de notre série consacrée à ce dialogue intermalien, un reportage de Soumaïla Fani. Initié par les autorités de transition, le dialogue intermalien a pour but de ramener la paix et la réconciliation dans notre pays après l'échec de l'accord signé en 2015. Mais dans les propositions faites lors des phases précédentes, d'autres sujets se sont révélés, parmi lesquels la prolongation de la transition. Ce qui est très important, c'est que les Maliens ont eu la chance de s'exprimer librement, sans aucune influence et sans tabou. Toutes les questions étaient les bienvenues. C'est pourquoi, au-delà des termes de référence, il y a eu d'autres questions qui ont été soulevées, comme vous venez de le dire. Effectivement, c'est des préoccupations des Maliens. Parce que pour parler d'élections, il faut que le pays soit sécurisé. Et il faut donner la priorité à la sécurisation du pays, que les candidats puissent aller à l'intérieur du pays battre campagne. Quand vous regardez la situation depuis 2012 jusqu'à maintenant,
Nous pensons que tous les Maliens avaient un souci d'avoir une gouvernance vertueuse, quelque chose qui permet au peuple de dire « nous sommes fiers d'être Maliens ». Et nous pensons que aujourd'hui, quand vous faites asseoir 10 ou 15 Maliens, vous allez trouver peut-être sur les 10, 8 ou 9 vont forcément mentionner par exemple la prolongation de la transition, la candidature du président de la République pour les prochaines élections. C'est parce que les gens ont compris qu'on a besoin des hommes et des femmes aujourd'hui qui permettent que ce pays-là ne retourne plus jamais là où elle était. Toutefois, ne faisant pas partie des principales thématiques de ce dialogue, cette question figure tout de même en bonne place dans les recommandations de la quasi-totalité des régions. Il a été clair, nous avons 5 thématiques qui ont été identifiées pour ce débat. Et parmi ces thématiques, il n'y a aucune faisant référence à la prolongation de la transition. Donc le président du comité de pilotage a été clair par rapport à cela. Ce sont des questions hors sujet. Donc nous ne pouvons pas ne pas écouter les uns et les autres, mais véritablement cela ne fait pas partie de notre mandat. Bon, en réalité, quand on donne la parole aux populations et qu'on leur dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, les gens vont dire les sujets qui leur tiennent à cœur. Chacun est libre de s'exprimer. Vous avez dit effectivement que la question de la prolongation de la transition ne faisait pas partie des termes de référence, mais ça fait quand même partie du débat national au Mali. Les gens ont fait des propositions dans ce sens et je crois qu'il faut en tenir compte, il faut en parler. Cette dernière phase, qui s'achève ce vendredi 10 mai, fera la synthèse des propositions en retenant les seules recommandations qui devront être appliquées. Dans le cadre de la Semaine de la liberté de la presse, une table ronde s'est tenue aujourd'hui 8 mai sur le renforcement de cette liberté aux moyens de l'éducation, aux médias et à l'information. Djeneba Samaki. La table ronde a été initiée par l'UNESCO à l'occasion de la Semaine de la liberté de la presse et vise à analyser dans quelle mesure l'éducation aux médias peut être renforcée au Mali afin que la liberté de la presse et d'expression soit garantie. Durant 2 jours, les panélistes mettront en lumière leur expertise pour les participants. Vous savez que nous sommes aujourd'hui entourés de beaucoup d'organes de médias et aussi de beaucoup d'informations, que ce soit en ligne, hors ligne, à travers les télévisions, à travers les radios. Les citoyens reçoivent beaucoup d'informations. Souvent, ces citoyens ont du mal à se démarquer ou à analyser ces informations, qu'est-ce qui est fausse, qu'est-ce qui est vrai. Et pour faire face à cela, je pense qu'il est important aujourd'hui d'aider les citoyens à avoir les outils nécessaires à mieux analyser les informations et à pouvoir prendre des décisions sur la base de ces. Ultérieurement, l'UNESCO prévoit d'organiser un atelier qui vise à renforcer la capacité des enseignants, en particulier ceux du secondaire, sur l'éducation aux médias et à l'information pour que ces derniers puissent aider leurs élèves à intégrer les notions de l'éducation aux médias dans les programmes de formation scolaire. Au-delà de la table ronde d'aujourd'hui, qui a enregistré la présence des hommes des médias et des membres de la société civile. Alors, nous souhaitons qu'à l'issue de cette table ronde, que les participants, que ce soit les associations et organes des médias, mais également les membres de la société civile, puissent sortir avec des recommandations pour qu'ensemble nous puissions vraiment voir comment aider le Mali aujourd'hui à adopter une politique en la matière. Parce qu'aujourd'hui, plus d'une trentaine de pays dans le monde ont déjà adopté des mesures et des stratégies nationales pour l'éducation aux médias. Et nous pensons que le Mali a tous les potentiels pour faire cela. Et nous souhaitons qu'à l'issue de cette table ronde, nous pouvons entamer des actions pour aider l'État à avoir vraiment une politique en la matière. Ouverte vendredi 3 mai, la Semaine nationale de la liberté de la presse prendra fin ce 9 mai 2024. Le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, qui regroupait depuis 2021 les ex-rebelles des groupes armés du Nord, est officiellement devenu depuis le 24 avril 2024 le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad. Un changement de dénomination avec de nouveaux objectifs qui semble ouvrir un nouveau chapitre dans la guerre qui a repris depuis quelques mois entre ces groupes et l'armée malienne. On en sait davantage avec Assetoumani Koulibaly. Comme son nom l'indiquait, le désormais ex-CSP-PSD
composée de la coordination des mouvements de l'Azawad, de la plateforme et de certains mouvements de l'inclusivité, avait été mise en place dans le but de sécuriser les régions du Nord, d'accélérer leur développement et d'accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, signé en 2015. Le cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, CSP-DPA, qui le remplace, s'adapte selon ses initiateurs au contexte qui a évolué depuis plusieurs mois. En effet, contrairement à la situation de dialogue entre ces groupes armés et l'État malien pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix qui prévalait à la création du CSP-PSD en 2021, les deux parties sont aujourd'hui de nouveau en guerre et l'accord qui les liait n'existe plus. En plus de changer la dénomination du cadre qui les réunit, les groupes armés rebelles du Nord ont également dissous la CMA et la plateforme, ou plutôt une tendance du Gatia dirigée par Fahad Ag al-Mahmoud qui leur est fidèle. Le CSP-DPA est dirigé par le chef du Mouvement national pour la libération de l'Azawad MNLA, Bilal Ag Ashirif. Ce dernier, qui prend la place d'Al-Gabas Ag Intala, qui présidait l'ex-CSP-PSD, est connu pour son militantisme poussé pour l'indépendance de l'Azawad. Officiellement, ce retour à la lutte indépendantiste n'est pas encore acté, d'autant plus que, selon certaines sources, les débats ne seraient pas encore tranchés au sein du CSP-DPA. En effet, sur cette question et sur bien d'autres, les différents groupes qui composent le cadre ne seraient pas sur la même longueur d'onde. Selon nos informations, au moins 2 tendances divergentes se sont formées au sein de la nouvelle coalition. D'un côté, l'aile la plus dure, incarnée par le MNLA de Bilal Ag Ashirif et les soutiens de Fahad Ag al-Mahmoud qui seraient en Mauritanie. Et de l'autre, des mouvements comme le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, ACIA, et le mouvement arabe de l'Azawad, dont les principaux tenants se trouveraient du côté de l'Algérie. Le Bénin vient d'interdire temporairement toute exportation de maïs en dehors de son territoire et vers notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette interdiction serait due à la flambée des prix des produits de première nécessité dans le pays. On en sait plus avec Aminata Keita. Au Bénin, le maïs est la principale culture vivrière du pays avec une consommation estimée en moyenne à 246 grammes par personne et par jour. Il est la céréale la plus importante du secteur avec une production de près de 2 millions de tonnes par an pour un besoin national estimé à 1 million de tonnes. Depuis quelques semaines, le prix du maïs est en hausse au Bénin. Une situation qui a mis en lumière les failles du marché et provoqué indignation chez les Béninois. En réponse, le gouvernement a décidé d'interdire toute sortie du maïs jusqu'à nouvel ordre vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Regardez-moi bien. Moi, ministre de l'Agriculture, je force les gens pour produire. Et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. Selon le gouvernement béninois, cette mesure devrait d'une part permettre de stabiliser les prix sur les marchés nationaux, garantissant ainsi l'accès des Béninois à cette denrée de base à des prix raisonnables. Et d'autre part, elle vise à protéger les intérêts nationaux et les aspirations des Béninois. Plus tôt le lundi, le Bénin a décidé de bloquer l'accès à ses eaux pour les navires destinés à embarquer le pétrole nigérien. Cette annonce faite par le ministre d'État des Finances et de la Coopération a été notifiée à l'ambassadeur de la Chine au Bénin ainsi qu'à la société chinoise chargée de la gestion du pipeline reliant le Niger au Bénin. Cet embargo sur le pétrole nigérien sonne comme un retour au bras de fer entre le Bénin et le Niger et pour les autorités béninoises, la décision sera maintenue tant que le Niger ne réouvrira pas ses frontières. L'embargo impacte directement l'économie nigérienne qui repose sur l'exportation de 90 000 barils de pétrole par jour. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.